Le dessous des cartes compromis avec Jean-Marie Kassamba, éditorialiste, qui nous fait honneur ce matin pour analyser la situation au pays, comme vous savez. Ça bouillonne au niveau de l'Assemblée nationale. L'Union sacrée a choisi son candidat. Va-t-il réellement passer? Qu'est-ce qui se trame derrière? Et pourquoi pas ces remaniements, en tout cas, dont toutes les bouches parlent? C'est peut-être imminent, un remaniement sans pardon, sans état d'âme pour les grands enjeux. On fera aussi un tour à l'international. Vous avez suivi la conférence de Paris pour parler paix, sécurité dans la région du Grand Lac, avec des milliards, encore une fois, promis par la France. Est-ce la bonne cette fois-ci? Et qu'est-ce qui se passe pendant ces temps à Doha? Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. On vous connaît pour votre analyse, hein, n'est-ce pas, sans langue de bois, souvent, sur Télé 50. Au pays, aujourd'hui, même les 15, qu'est-ce qu'il dit, les 5, les 6 plutôt, le 6 novembre, Aimé Boji a été désigné contre toute attente par l'Union sacrée, le présidium qui s'est réuni pour traiter les cas Boji. Alors qu'en son temps, pour Caméré, il n'y a pas eu des réunions comme ça, c'était une cuisine interne. Mais cette fois-ci, la haute autorité des références, comme l'appelle c'est l'Union sacrée, a désigné Aimé Boji pour être candidat président. D'abord, vous ne m'avez pas félicité pour... Faites toutes mes félicitations. Voilà. Je l'ai fait. Voilà. Beaucoup de gens... Toutes mes félicitations pour la défense. À le faire. Grande distinction, en tout cas, ça c'est très bien fait. Oui, oui. Félicitations encore une fois. Pourquoi désormais professeur, c'est ça? Oui, mais on est professeur. Professeur. Jean-Marie Kassamba. Le travail que nous avons fait, c'est pour préciser aux gens qui nous suivent. Ça, quel objectif? C'est d'abord essayer de comprendre la stratégie de communication du gouvernement, de la RDC, par rapport à la crise qui prévoit à l'Est aujourd'hui. Depuis que le président Tshisekedi est en place, son ministre des Affaires étrangères, son ministre porte-parole du gouvernement, lui-même, ses sorties médiatiques, ses points de presse, etc. Cette stratégie donne quels résultats et surtout, c'est fait sciemment, quels sont les codes qu'on doit comprendre, décoder, tous les messages distribués, etc. Et s'il y a de manquements, pour ne pas dire de déficits, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer tout ceci, optimiser tout cela? Et le grand jury qui nous a entendus pendant cette défense nous a effectivement consacré une grande distinction par rapport au travail qui a été fait. Et c'était sans complaisance, hein? J'ai vu les images. Absolument, absolument. Voilà. C'est des grands professeurs. Vous prenez Eddie Tamboué qui est un très grand professeur dans beaucoup d'universités, l'université de Kinshasa, UNISIC, Chest, formé à la Sorbonne, etc. Vous prenez le savant national, qu'on peut l'appeler comme ça, professeur Bernard Toutala, qui est le directeur de l'école doctorale. Et vous prenez un autre doyen de la faculté à l'IPEN, et l'actuel conseiller du ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Donc ce sont des sommités de scientifiques qui ont lu notre travail, qui l'ont évalué et surtout qui nous ont entendus pendant notre défense. Et pour vous, c'est la fin du parcours? Non, ce n'est pas la fin du parcours. Je dois continuer encore. L'école doctorale, c'est Master 2 que nous venons de défendre. L'année prochaine, on commence la thèse, donc on va élargir. J'ai fait 180 pages, ça sera peut-être 500 cette fois-là pour la thèse. Et nous allons approfondir ces sujets parce qu'on va élargir le spectre de notre analyse pour comprendre comment ce pays peut sortir du déficit communicationnel et surtout la voix du Congo doit être entendue autrement et d'une manière optimale un peu partout dans le monde. C'est le travail que nous allons faire. On est déjà plein dedans. Maintenant, vous me posez la question par rapport à la conjoncture. Ce que les gens doivent savoir est que il va y avoir du chamboulement, des chamboulements profonds, aussi bien au niveau institutionnel, au niveau du gouvernement, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. Et beaucoup de choses vont se faire. Et ceux qui n'auront pas la capacité de s'adapter vont disparaître. D'abord, vous avez suivi ce matin, depuis hier d'ailleurs, le gouvernement belge qui a fait une analyse très critique
sur la situation dans notre pays par rapport à la crise de l'Est, où il y a 50% de responsabilité. Si on ne fait pas garde, il y a la balkanisation. Le Rwanda a 50% de responsabilité par rapport à la crise chez nous. Kinshasa a 50% de responsabilité. Il faut qu'il y ait, que les gens parlent le même langage, ou plutôt se mettent ensemble pour trouver des solutions assez rapidement, sinon la balkanisation sera consacrée. Vous le savez également que, on parlera plus en détail tout à l'heure, il y a des discussions au niveau de Doha qui vont aboutir à la signature au niveau des États-Unis. Et je vous donnerai les dessous tout à l'heure. Revenons chez nous. Aujourd'hui même, il y a au niveau de l'Assemblée nationale la présentation officielle de la candidature de Meboji comme président de l'Assemblée nationale remplaçant Vital Kamerhe. Mais Meboji n'est pas le candidat choisi par les députés ou candidats personnels. C'est toute une stratégie qui a été mise en place. 1. Exfiltrer Kamerhe. 2. Trouver quelqu'un qui va remplacer Kamerhe, qui doit être du Grand Kivu, et principalement du Sud Kivu, parce que l'épicentre de la crise, c'est le Sud Kivu en ce moment. Donc, des noms ont été avancés. Paluku, pas fiable, donc on ne le maîtrise pas très bien. Lui, c'est Beni Butembo, etc. On a avancé aussi un autre, Mayo. Mayo, c'est Bandundu. Bon, toujours de l'UNC, mais Paluku était KML, maintenant c'est Burek, son parti politique, etc. Mais le choix de Bourgi, c'est un choix personnel de Félix Tshisekedi et même du cercle restreint. On dit bien cercle restreint. Est-ce qu'il s'était consulté avec Vital? Parce que Bourgi, vous dites qu'il est toujours officiellement, de l'INC, de Vital. Officiellement, mais il y a eu des compromis. Donc, officiellement, c'est quoi? Il est un pied dedans, un pied dehors? Il était depuis longtemps électron libre par rapport à l'INC parce que il faut signaler que ce soit lui, que ce soit Molendo, mais même Mayo à un moment donné, tout ce que Kamerhe avait envoyé au ministère du Budget prenait l'air large assez facilement. Et Tshisekedi, pour essayer d'atténuer Kamerhe, avait développé des mécanismes de sortir de l'UNC de tête. D'où Molendo, hein, qui était devenu presque l'homme à Félix Tshisekedi, Meboji, et maintenant, l'avantage de Meboji, c'est que, bon, il a fait de bonnes études, il a eu une carrière sans anicroche, il est compétent, mais surtout, il est du Kivu. Aussi, il est de Walungu. Et donc, il a construit aussi quelque chose là-bas. Et puis, ce n'est pas un conflictuel, dans le sens qu'il affronte personne. Et donc, les gens du Sud Kivu, qui sont en force en ce moment, au sein du système, il faut le comprendre. Les Sud Kivu pilotent beaucoup d'institutions, en commençant par la direction du cabinet du président, la garde républicaine, beaucoup de pans entiers du pouvoir, c'est le Sud Kivu qui gère ça. Même l'IGF est parfois piloté indirectement par le Sud Kivu. Donc, le président, avant de partir aux États-Unis, allez, d'après nos sources, Mbosso était vu et dit voilà, on va faire, on va dire, une opération de contrôler, on va dire, les événements d'après, soit la prolongation du mandat, c'est-à-dire avec la modification de la Constitution, soit on doit gérer maintenant l'après-Kamerhe avec une transition, mais qu'on aura sous contrôle. Mais le cercle restreint, on va dire, les stratèges de Félix Tshisekedi ne l'ont pas entendu de cette oreille. Mbosso derrière, il est resté préparé, se prépare en conséquence, c'est pour ça qu'il avait préparé sa candidature. Est-ce qu'il doit être mécontent, Mbosso? Mais si, il est mécontent. Il est mécontent, non seulement il est mécontent, mais il est aujourd'hui la cible de députés qui avaient confiance en son élection, parce que pour les députés, Mbosso allait soit faire une transition qui allait les contenter,
Donc ils allaient sauver leur mandat, parce que les mandats prolongés comme autrefois, c'est de moyens suffisants, c'est s'installer, etc. Et Mbosso, depuis que le président est revenu des États-Unis, silence des cathédrales, on lui reprocherait même d'avoir vendu son poste pour garder les silences, c'est-à-dire ne pas être candidat contre Boji. Et donc, il est un peu mal à l'aise vis-à-vis des députés, mal à l'aise vis-à-vis du président, parce que peut-être le président ne lui parle plus. Donc, il y a beaucoup de mécontentement autour d'un Mbosso qui s'était même énervé en partant. Le jour que l'Union s'était sacrée, s'était réunie. Mais c'est consacré, Aimé Boji sera le futur président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que les Sud Kivu, je vous le rappelle, veut consolider le contrôle on va dire, de l'appareil. Mais alors, voilà les Sud Kivu, INC, qu'est-ce qu'on trouve chez Boji qu'on n'avait pas su trouver chez Kamere, par exemple? Mais Boji d'abord... on a senti le président dire non, c'est pas moi, c'est la cuisine interne. Oui, mais ça, c'est politique. Il était à New York, hein, donc c'est pas moi, c'est politique. La cuisine interne. Mais tout ce qui pour Boji, on a senti que tout le monde, lui-même le président, a dit non, c'est lui. Non, mais c'est parce que... Qu'est-ce qu'on trouve chez lui que Kamere ne pouvait pas offrir? Ben d'abord, premièrement, son tempérament. Boji, c'est pas un conflictuel, c'est pas quelqu'un qui a un bagou exagéré, ce n'est pas un exubérant. Il n'a pas d'ambition, c'est ça? Si, il a des ambitions. Il a des ambitions. Mais il ne les montre pas suffisamment. Il n'a pas d'agenda affiché, pour ne pas dire exposé. Kamere a des agendas affichés, et Kamere est exubérant, Kamere flamboyant, etc. Donc, ça gêne. Ça a été le cas lorsqu'il était directeur des cabinets. Il est rentré au gouvernement vice-premier ministre en charge de l'économie, où on a vu les voyages en Afrique du Sud, voilà, tout ça. Et puis, surtout, président de l'Assemblée nationale. On sait comment il est entré. Attentat avant qu'il puisse entrer, il faut entrer, des échanges assez musclés, et puis prise de position diamétralement opposée à ce que Félix Tshisekedi dit, et l'UDP sans parti, etc. Et vous avez vu que durant tout le temps qu'il était au devant de la scène, beaucoup de fléchettes à la fois de l'UDP, mais aussi des autres membres de... Et vous me disiez l'autre fois qu'il n'avait pas les moyens de sa politique. Absolument, on avait divisé... L'argent ne suivait pas. On avait divisé par deux le budget de l'Assemblée nationale. À l'époque, Mbosso avait presque 20 millions de dollars par mois de frais de fonctionnement. Kamere n'avait que 8. Et parfois, c'était donné à compte-gouttes. Il s'en est plein d'ailleurs du haut de la tribune pour dire on n'a pas de papier pour gérer l'Assemblée nationale. Ce qui était vrai par mois, mais il y avait quand même de l'argent, mais qui était géré un peu d'une manière... on va dire, un peu flou. C'est ce qui a poussé certains députés à, sur instruction, pour ne pas dire instigés par à la fois IDPS, mais aussi les hauts d'en haut, non, il faut absolument l'évacuer de là. Et Kamere est évacué. Maintenant, il faut un président de l'Assemblée nationale qui ne gêne pas, qui n'a pas de bagou, qui n'a pas d'agenda rapide. Pourquoi? Parce que je vous ai dit chamboulement. Des bonnes sources, des sources, on va dire, bien informées, comme on dit dans notre métier, il va y avoir un remaniement bientôt. Très bientôt d'ailleurs. Bientôt remaniement. Mais avant de parler de remaniement, s'il vous plaît, une petite question, une parenthèse. Est-ce que Aimé Boji est investi d'une mission spéciale? Oui. Si oui, laquelle? Parce que là, avant d'y parler, effectivement... La première mission de Aimé Boji, c'est de stabiliser l'Assemblée nationale, de fidéliser beaucoup de députés et surtout de traiter beaucoup de dossiers avec moins de passion. C'est-à-dire, on va lui donner les moyens pour traiter les députés. C'est un financier d'abord, hein? Donc les chiffres, il connaît. Il a été au budget, il connaît. Et puis c'est aussi l'élève des Kamere, et il a vu comment Kamere opérait. Et puis il a la confiance du cercle restreint de Félix Tshisekedi, même de sa famille. Donc, il va agir en toute confiance pour que les réformes qui vont venir derrière, et quand je vais vous parler du gouvernement, vous allez comprendre.
pour que Félix Tshisekedi, quand il dit quelque chose, il sait que ça sera exécuté de l'autre côté, ça sera géré à l'Assemblée nationale. Il n'y aura pas, vous connaissez les palissades et tout ça, Mbosso faisait un peu des choses d'une manière ostentatoire, des déclarations alambiquées. Quand il y aura Bauge du haut de la tribune, vous verrez que les plénières seront aseptisées, adoucies, avec les traitements beaucoup plus feutrés des députés. Et l'objectif, c'est ça. Parce que si demain il y a transition, il va y avoir des députés qui vont basculer facilement, soit dans l'opposition, soit ils vont être des électrons libres. Et donc, il faut avoir un président de l'Assemblée nationale qui les gère. Parce que le président de la République doit avoir un président de l'Assemblée nationale qui le gère. Joseph Kabila l'a fait. Kamitatou était président de l'Assemblée nationale pour le compte du MLC. Donc, vous voulez dire que Mbodji ne doit pas tenir tête. Il ne peut pas, comme président, émettre une réflexion personnelle. Il ne tiendra pas tête. D'abord, je vous rappelle la jurisprudence. Olivier Kamitatou était président de l'Assemblée nationale pour le compte du MLC de Jean-Pierre Bemba. Mais Joseph Kabila, président de la République, très stratège, et connaissant l'importance du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale, a approché Kamitatou. Kamitatou était bien préparé, lui, Antoine Gonda, bien préparé. Et ils ont lâché Jean-Pierre Bemba. Et c'est à partir de là que Jean-Pierre Bemba s'est énervé. Il dit non, je veux qu'on change Olivier Kamitatou. On change Olivier Kamitatou. C'est Thomas Louaka qui devient président de l'Assemblée nationale. Bis repetita, la même stratégie. Aujourd'hui, Thomas Louaka est kabiliste devant l'Éternel et il n'a jamais changé d'avis, comme Tchoubala n'a pas jamais changé. Parce que quand vous avez en face de vous un président de la République qui s'est joué et appâté les présidents de l'Assemblée nationale, il les a dans sa poche. Et donc, Bauge, qui était déjà récupéré par Félix Tshisekedi, sera cette fois-ci consolidé comme président de l'Assemblée nationale. Félix Tshisekedi va lui donner suffisamment de moyens parce que si transition il y aura, il faut au niveau du Parlement des députés, on va dire, un clan beaucoup plus étoffé pour peser. Voilà. Donc, Bauge ne va pas déranger, il aura les moyens, et il aura un discours républicain, il ne va pas le montrer publiquement que je suis l'homme du président. Non, ça ne se fera pas comme ce que Mbosso faisait. Donc, il fera de la politique de haut niveau. Politique de haut niveau, vous évoquez remaniement. Oui. Vous parlez, vous dites sans pardon, sans état d'âme. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y aura certains divorces ou des vrais partenaires ou ceux qui disent nous sommes là, nous avons la conviction que nous devons être là. Il y aura des surprises dans ce sens. En réalité, Félix Tshisekedi a tout compris. Il a compris quoi? Il a compris qu'il a fait beaucoup confiance aux gens qui ont ce qu'on appelle le poids politique. Ça n'a pas fonctionné. Il a fait confiance à ses propres frères, notamment du Kasaï. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, il a beaucoup écouté les leaders. Vous savez, les leaders là qui venaient, voilà, moi je suis leader au Nord Kivu, moi je suis leader. Ça n'a pas fonctionné. Il joue maintenant sa survie politique. Et donc, il va tout chambouler. Il va évaluer ministre par ministre pour savoir qui est efficace, qui n'est pas efficace. 2, il va cette fois-ci faire ce qu'on appelle l'équilibre des provinces. Je vous ai parlé que le Sud Kivu est vraiment en pole position, vient tout juste derrière le Congo central. Primature, Banque centrale, justice. Donc en réalité, même les Kassaïens qui disent c'est notre pouvoir, ils n'ont pas grand-chose, les Kassaïens aujourd'hui. Vous prenez des institutions les plus importantes, les prises de décisions, les Kassaïens ne sont plus du tout. Ils ont des ministères un peu isolés. Non, ils ne sont plus du tout. La seule institution qui pèse, dont les Kassaïens ont le contrôle, c'est la Cour constitutionnelle. C'est tout. Tous les restes, Bandundu, plutôt c'est Sud Kivu, c'est Congo central, accessoirement les Katanga avec Sama Lukonde qui est au niveau du Sénat, etc. Et donc,
Félix Tshisekedi va maintenant équilibrer. Parce que c'est sa survie politique qui est en jeu. Ensuite, il va beaucoup de ministres que vous voyez au gouvernement là sont évalués assez rapidement et on va les changer sous peu. Vous allez voir que ça va être un chamboulement total. Donc, d'après nos sources, à nous, les choses vont aller très vite. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui peut justifier un tel remaniement alors qu'il n'y a pas si longtemps on a connu un remaniement Soumina 2? Est-ce qu'on va vers Soumina 3 ou finalement l'actuel Premier ministre va être évacué pour un remplacement? Non, et pourquoi faire? Parce que c'est ça la grande question. Pourquoi faire? Est-ce que c'est en fonction de ce qui se passe sur le plan international? Vous parlez d'Oa aujourd'hui. Trump, alors, je vous donne les clés. À nos minéraux, attend que ça aille vite. Je vous donne les clés. Premièrement, à Doha, l'AFC M23 dit la restauration de l'autorité de l'État doit se faire sur l'ensemble du territoire. Donc, le gouvernement doit signer avec nous un accord d'une transition de réhabilitation de l'autorité de l'État pour qu'il y ait dans les institutions l'intégration de ceux qui sont là-bas, etc. Crime de lèse-majesté, d'après Kinshasa. Le point de vue de Kinshasa, c'est que il faut, que le Rwanda retire ses troupes de la RDC, premièrement. Deuxièmement, l'AFC M23 se retire de toutes les positions, y compris le contrôle de Sud et Nord Kivu. Et 3, il faut que, par exemple, l'aéroport de Goma soit ouvert assez rapidement pour ouvrir officiellement les couloirs humanitaires pour que les choses se fassent de cette manière-là. Ils sont butés tous les deux à cette contradiction. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle la réalité du terrain, l'emprise sur le terrain. Le Rwanda ne va pas retirer ses troupes assez rapidement. Pourquoi? Parce que la survie du Rwanda, c'est aussi l'emprise sur notre territoire et l'emprise est déjà là. Et d'ailleurs, on a suivi les ministres Affaires étrangères du Rwanda qui réagit vite à la proposition de Macron concernant la réouverture de la Mais parce que, officiellement, le Rwanda dit que ce sont les mesures défensives de sécurité. Ils ont prépositionné leurs gens chez nous, notamment à Goma et partout là-bas, pour empêcher les mercenaires, les FDLR, les Ouazalendo, etc. C'est qui est un prétexte? Bien sûr, mais le Rwanda toujours fonctionne avec les prétextes. Deuxièmement, économiquement, ils sont en train d'exploiter. Ils ont même nommé des gestionnaires, etc. Ils ont l'emprise réelle sur notre territoire. Donc, ils ne peuvent pas lever tout ça parce que nous sommes beaux et gentils. Non, il faut de la contrainte. Deuxièmement, on a tendance à minimiser l'AFC M23 qui ont déjà des forces armées, des équipements. Rappelez-vous, c'est que notre armée a pu laisser malheureusement à Goma lorsque le Goma a été pris, etc. Même avant ça, Guterres le disait, peut-être de manière ironique. Alors, comment vous allez faire avec ce qu'ils ont recruté comme gens, entraînement, etc. Et puis, n'oubliez pas qu'en temps de guerre, les mêmes Occidentaux fournissent les rebelles. Parce qu'il y a du cash, parce que ces gens-là ont besoin d'argent aussi pour fonctionner, etc. Et ils font le business pendant la crise. Et donc, Tshisekedi comprenant cette réalité, il veut en fait à la fois faire jouer la communauté internationale pour faire pression. Vous avez suivi l'Union européenne, vous avez suivi ce qu'ils disent les Américains, mais il est aussi réaliste par rapport à l'existence de ces gens qui sont sur le terrain. Et donc, il faut qu'en interne ici, ils prennent des précautions pour anticiper sur d'éventuelles transitions, sur d'éventuels accords qui seront signés, pour avoir ces gens en lui, élargir ses bases. Il ne va pas élargir ses bases en interne ici avec des bras cassés, avec des gens qui ont montré leurs limites, avec des ministres, beaucoup de ministres qui étaient sclérosés, qui étaient devenus des consommateurs de frais de fonctionnement, de voyages, parfois. Non. Regardez, par exemple, ils sont partis au Brésil, délégation assez restreinte, quelques députés, voilà. Et donc, au retour du Brésil, ça va être compliqué. Pour certains qui étaient un peu dans un petit confort, on va dire, gouvernemental. On flatte un peu le président, faire quelques annonces, quelques affiches dans la ville. Vous avez vu qu'après notre analyse ici, vous allez voir maintenant les affiches vont commencer dans la ville ou des émissions. Pour flatter un peu. Oui, pour justifier, moi j'ai un bilan, etc. Qui c'est qui a déjà compris ça? Ça va être maintenant cette fois-ci compliqué parce que
il ne va plus consulter comme avant, comme il avait fait, il réunit l'Union sacrée, il participe, donc il leur parle. Il a déjà fait ça, il a déjà compris. Il joue maintenant sa survie politique, la transition ou le prolongement de son mandat, ça sera maintenant. Donc il va le faire comme il vient de le faire avec Boji au niveau de l'Assemblée nationale, ça sera maintenant au niveau du gouvernement, et puis certaines institutions clés, dont les cours et tribunaux et la territoriale. Vous avez vu la décision qu'il vient de prendre avec le ministre de l'Intérieur pour empêcher la déstabilisation des provinces. Oui. Mais là aussi qui énerve un peu l'esprit de la Constitution, parce que ça ne peut pas être fait comme ça selon les règles de l'art. Est-ce que vous pensez que Jack même, lui aussi, répond à un message provenant de la haute hiérarchie? Est-ce que ça devait se faire comme ça, interdire aux députés de fonctionner? En situation de crise, quelquefois les textes sont mis entre parenthèses. En situation de crise. Et je vous ai parlé de la survie. Pour mieux gérer la situation, aussi bien en province qu'à Kinshasa, il faut avoir le contrôle des parlements provinciaux et les contrôles du Parlement national. Et c'est le cas. Jacquemin a pris ce qu'on appelle une soupape de sécurité avec les provinces. C'est fini l'émotion. Ce n'est pas un chèque blanc remis au gouverneur des provinces? Non, c'est-à-dire qu'il faut aussi sécuriser, pour ne pas dire stabiliser les gouverneurs de province. Et ces gouverneurs seront loyaux vis-à-vis du président à Kinshasa. Et ils vont pouvoir se focaliser sur le contrôle effectif, y compris sécuritaire, de leur province. Donc, allez, on stoppe de ces côtés-là. On arrive au niveau de Kinshasa, on stabilise au niveau de l'Assemblée nationale. Le Sénat, Samalou Konde ne va plus bouger parce qu'il n'a pas intérêt à bouger d'ailleurs. Et puis, le gouvernement, je vous ai parlé du chamboulement à deux qualificatifs. C'est un, sans pardon. Deux, sans état d'âme. Voilà ce qui va se faire. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, au niveau de Doha, vous dites, vous avez rappelé les conditions de la CM23, les conditions du gouvernement. Ça ne produit pas des effets attendus parce que ceux qui sont dans ces zones occupées, et d'autres Congolais d'ailleurs, parce que nous faisons un corps, attendent que la paix revienne. Les gens veulent aller à Goma. Vous d'ailleurs avez compris, vous voulez aussi aller visiter. Nous sommes chez nous, au Congo. Bien sûr. Mais nous sommes isolés depuis bientôt une année. Eh ben, ça ne marche pas. Les gens souffrent. Ces couloirs humanitaires discutés à Paris, Macron a d'ailleurs promis, je ne sais pas s'il a remis, c'est une promesse, 1 milliard. Ça va venir comment? L'aéroport va être ouvert comment? D'abord, la réalité est que la France, Macron n'ont pas les cartes. Un, la France est surendettée. Deux, Macron ne pèse plus d'une manière diplomatique dans la politique africaine. Vous avez vu le Sahel, vous avez vu ce qui s'est passé même au Cameroun. Ils ont beaucoup perdu en Afrique, hein, depuis qu'il est ouvert. Ils ont totalement perdu l'influence en Afrique. Et donc, les promesses n'engagent que ce qu'ils font. En réalité, il n'y aura rien. 1,5 milliard de dollars. D'abord, ça sortira de quelle caisse? Ça va être mis à disposition par qui? Quels sont les moyens de contraintes par rapport à ceux qui sont à Goma pour qu'ils dégagent et que les avions puissent atterrir? Non. Ça, c'est ce qu'on appelle les postures politiques, les déclarations de principe. C'est une autre forme de distraction? Absolument. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les conférences de façade. Ce qui se trame, ce qui se discute en dessous, c'est quoi? Un, les Américains ont compris que s'ils continuent à laisser les Chinois contrôler l'Afrique, ils vont tout perdre en termes de matière critique. Donc, il faut qu'ils pèsent aussi. C'est pour ça que Trump, d'emblée, avait mordu à l'hameçon de Félix Tshisekedi. Mais derrière, c'est là l'objet de notre étude en termes de communication et de lobbying politique. Les Rwandais ont sorti des cartes, ont sorti, on va dire, des analyses plus pratiques du terrain. Ils ont amené chez les Américains pour dire, voilà, ceux qui ont l'emprise réelle du terrain, c'est nous. Ceux qui avons le force de coercition militaire, c'est nous. En face, bon, ils ont peint. Donc à ce niveau-là, nous payons notre désorganisation. Nous payons cela, nous payons aussi une certaine nonchalance. Ça veut dire quoi? Nous faisons trop confiance aux sociétés ou aux cabinets de lobbying ponctuels qui nous ont arraché, rappelez-vous, à un moment donné, des communiqués de condamnation.
condamnation de l'ONU, condamnation des Américains, résolution, tout ça. Oui, résolution 2773. Sans lendemain, parce que... Oui, ça, ce sont des actions ou des retombées immédiates des cabinets de lobbying, etc., qui ont eu beaucoup d'argent, d'ailleurs, quant à ceux. Mais en réalité, la diplomatie internationale, les relations internationales sont basées sur les rapports de force. C'est pour cela que vous voyez que les Rwandais continuent à s'armer, continuent à miser sur, on va dire, la communication offensive et parfois mensongère. Hein, c'est que Mouya a dit à juste titre les venins, les poisons rwandais. Et il l'a dit, en termes de communication, ça porte. Hein, les nouveaux narratifs de Mouya, etc. À un moment donné, ça portait. Et ça a exposé les Rwandais. Mais les Rwandais ne se fatiguent pas parce que ça y va de leur survie. Ils sont un peu comme les Juifs, comme Israël. Vous avez beau condamner Israël comme vous voulez. Si Israël a l'arme, y compris l'arme nucléaire, l'Israël mis sur les services de renseignement, Israël mis sur la corruption quelquefois, ça marche pour eux. Alors, de manière pratique, pour un peu aider ceux qui nous suivent, parce que ceux qui n'ont pas fait des hautes études comme vous, parce que d'ailleurs, je vous ai félicité à l'entame. Je vous en prie. De manière pragmatique, c'est que nous allons vers ce dialogue national et transition ou quoi, je ne sais pas, et ceux qui sont dans l'Est, qui ont pris des armes, vont gérer cette partie de manière, pendant la transition, où ils vont intégrer nos institutions. En réalité, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que on a vécu un peu ça par les passés aussi. Je vous donne des hypothèses. Hypothèse numéro 1, la guerre ne s'est pas gagnée sur le plan militaire. Nous, gouvernement, nous n'avons pas pu éliminer le M23 depuis Bunagana jusqu'à ce qu'ils ont pris les contrôles de cette partie. Eux non plus, lorsqu'ils ont fait l'offensive, ils se sont arrêtés au Sud Kivu, et même le Sud Kivu, la moitié du Sud Kivu est toujours sous contrôle du gouvernement. Donc, on s'est neutralisés tous les deux. Mais en même temps, il y a des victimes. En même temps, l'État congolais perd des pans entiers de sa souveraineté, mais des pans entiers des moyens aussi au niveau des fiscs, etc. Et puis les Occidentaux, pensant qu'ils allaient faire des affaires soit avec les Rwandais, soit avec nous, ils sont un tout petit peu gênés par, on va dire, la morale. Et donc, on va s'acheminer, hypothèse numéro 2, vers ce qu'on appelle le dialogue. Parce qu'au niveau de Kinshasa, on a toujours un peu mis le voile devant le dialogue direct avec M23, avec l'AFC, etc. Que Kinshasa appelle Pantin. Oui. C'est-à-dire que Kinshasa dit non, on va discuter, mais on dialogue en réalité avec eux. On pose des conditions, Maintenant, ça sera ouvert. C'est pour ça que les Américains ont dit, allez d'abord terminer à Doha. Quand vous terminez là-bas, Kagame et Tshisekedi seront ici à Washington, à la Maison-Blanche. Mais terminer à Doha veut dire quoi, Jean-Marie Kassamba? Terminer de Doha, ça veut dire ils vont signer un accord. Un accord. Qui dit quoi? Qui va dire, voici ce que Kinshasa cède, voici ce que l'AFC cède, et in fine, une gouvernance commune est probable. Donc, ce qui était, je suis direct en tout cas, qui était condamné à mort, par exemple, notamment Nanga Corneille, oui. On va lever cette mesure, et puis... Mais c'est ça les négociations. C'est un peu ça dehors, c'est ça? Parce que je vous disais autrefois, je le disais sur RFI et nos amis de France 24, quand ils m'ont posé cette question, ils disent, mais pourquoi on condamne Nanga mort? Pourquoi on condamne Joseph Kabila mort? J'ai dit, ce sont des postures de négociation. Félix Tshisekedi va mettre quoi dans la balance? S'il n'a pas la condamnation de Nanga, s'il n'a pas la condamnation de Joseph Kabila, s'il n'a pas la confiscation de certains biens, s'il n'y a pas de prisonniers. Et de l'autre côté, ils vont mettre quoi dans la balance pour donner si la fameuse question de souveraineté, l'autorité de l'État, la fameuse question des FDLR, ça c'est les Rwandais officiellement. Et donc chacun va céder. En technique de négociation, chacun cède toujours. Tu sais qu'il a déjà dans sa judiciaire des choses qu'il va céder et le M23 FC ont déjà des choses qui vont céder. L'objectif, c'est que ni Félix Tshisekedi, ni la FC M23 ne veulent la balkanisation du pays. Et donc, le dénominateur commun, c'est ça. C'est pour ça que Tshisekedi va redimensionner assez rapidement son gouvernement pour que les gens qui seront avec lui dans ce gouvernement
soit les gens le plus fiables, le plus fidèles, avec lesquels les autres vont me dire ce sont des corrompus. Mais alors, si c'est là la finalité, si je vous ai bien saisi, Jean-Marie Kassamba, oui. Pourquoi on a laissé le temps couler? Pourquoi nous avons perdu cette logistique au niveau des Goma? Pourquoi on a laissé mourir des gens à Goma, ou même avant Goma, parce que Bunagana, y compris le gouverneur militaire Chouimami, qui a été tué et assassiné sur le champ de bataille. Mais je vous ai dit... Pourquoi on n'a pas anticipé ça depuis Bunagana, par exemple? Parce que finalement, ce sont les mêmes choses qu'on a connues à San City. Mais j'ai commencé... Dans plusieurs accords ici, c'est toujours intégration. J'ai commencé à vous dire que Tshisekedi a tout compris. Qu'il a été parfois désorienté. On lui a dit à l'époque, vous n'avez pas de Bunagana, avant les élections. Il dit non, avec l'EAC, on va terminer ça. D'ailleurs, les gens de l'EAC vont entrer par Bunagana. Ah, il a fait confiance. Oh, ces gens entrent par Bunagana, ou plutôt entrent à l'Est. Le fils Museveni dit, non, non, moi je ne vais pas me battre avec les M23. Et c'est pour ça que tu as piqué la crise, ou plutôt la colère, devant ces généraux kenyans, pour dire, mais nous, moi je pensais que vous étiez venus pour en terminer avec ces M23, et vous dites, maintenant vous ne faites rien. Dixit, ils sont partis. Il y a des gens qui ont vendu à Félix Tshisekedi de solutions radicales rapides, notamment les mercenaires. Vous voyez, un de ces messieurs est en prison en ce moment. Il était à la maison militaire là-bas. Oui, oui. Et il a fait confiance, beaucoup d'argent a été dépensé. On va terminer avec ces gens, avec les drones, etc. On ne règle pas les problèmes. Et puis on dit non, il faut renforcer l'état de siège. Ce matin, vous avez laissé un garde de l'Ituri. Et on a dit, tous les militaires, les gradés, on avait une concentration exagérée des généraux à Goma là-bas, à l'Est. Et qui ont fait beaucoup d'affaires aussi, parce que c'est qui dénoncent les messieurs. On envoyait même à l'argent. Goma, il y a eu des maisons des militaires et tout ça. On envoyait l'argent vendredi à Goma. Lundi, l'argent revenait à Kinshasa. Les munitions étaient achetées, et parfois ça prenait d'autres directions. Et vous voyez que c'est mal les généraux en train de grossir le ventre, avec les maisons en train de pousser. Oui, mais aller à GB ici, en Afrique du Sud, partout, les généraux étaient contents qu'il y ait des opérations, on va dire, sous couvert de l'état de siège. Et le Tshisekedi constatant, mais j'ai investi beaucoup d'argent. Demandez à Nicolas Kazali, il va vous dire. Quand il dit on a dépensé beaucoup d'argent pour l'armée, réellement, il y a de l'argent qui a été investi dans l'armée. Et enfin, des leaders, notamment du Kivu, qui ont vendu la solution de Ouazalendo à Tshisekedi. Il dit non, 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 moi j'ai des groupes armés, les jeunes gens que j'ai là, ils vont en finir avec les Rwandais, ils n'aiment pas les Rwandais, donne-moi les moyens. Tshisekedi a fait confiance. Il a dit oui, d'accord, alors si c'est comme ça, on va miser sur ces jeunes gens-là. Les moyens ont été donnés, la couverture, l'encadrement. Ce n'est plus Bunagana, c'est le Massissi, le Goma, mais ils sont là, les voisins. Qu'est-ce qu'on... Alors, c'est pour ça qu'il a repris son bâton de pèlerin. Il est parti voir les Américains, et il est parti voir les Qatar, et d'où la fameuse allocution de Bruxelles, où il a fait tactiquement l'appel à Kagame, pour faire la paix des braves, parfois beaucoup critiqués par les Congolais. Les émissaires sont envoyés en douce, soit chez l'EAC M23, soit à la FC M23, soit chez Kagame, etc., pour trouver ces solutions. Et c'est très avancé déjà, d'après beaucoup de sources. Très avancé. Alors, depuis les Cameroun transmet les félicitations à Jean-Marie Kassamba pour sa brillante défense avec très grande distinction. En tout cas, il vous suit. Merci. Qu'il tienne bon et révolutionner la presse du pays par la vérité, car nous voulons une presse responsable, capable d'être suivie partout. Nous le suivons depuis l'étranger et j'aime bien ses analyses de tout à l'heure. Alors, peut-être pour terminer, oui. Parce que vous dites, le président Tshisekedi a compris. Oui. Moi, je viens de comprendre pourquoi vous avez dit cette phrase. Il a compris, oui. C'est vrai.
Mais est-ce qu'un jour, parce que là, nous allons signer avec les Américains, les minerais passeront, je ne sais pas, les Rwanda, où ça va être raffiné là-bas. En fait, en réalité... Et puis, voilà, et bon, il y aura cette paix maquillée, que j'appelle moi une paix maquillée. Est-ce qu'un jour, nous pouvons aspirer, nos Congolais, à devenir autonomes, indépendants, effectivement, même sur le plan économique, et isoler aussi les Rwandais un jour? Parce que finalement, ceux qui sont morts nous regardent, ils sont morts par millions. Mais si tu c'est un génocide qui passe sous silence, absolument, malgré les Génécostes qu'on vend, mais bon, jusque-là, personne ne nous écoute. On n'a pas encore vendu Génécoste. Dans notre travail, on a expliqué pourquoi la dimension humanitaire et victimaire, d'ailleurs, n'est pas très bien vendue par notre pays, parce qu'on ne prend pas des précautions en amont, sur le plan juridique et sur le plan de la communication des crises, pour vendre mieux. Les Juifs vendent mieux leur choix, les Rwandais vendent leur génocide, et les Arméniens vont vendre leur, etc. Le problème avec nous, c'est que nous sommes une grande puissance. Il faut qu'on fasse tout pour rester unis, c'est-à-dire un seul pays. 2, il faut qu'on puisse renforcer nos institutions et, de facto, renforcer nos forces de défense et de sécurité et arrêter avec les antivaleurs. Parce que nous vivons dans un monde ouvert. Tout le monde regarde tout le monde. Les autres nous regardent et font tout pour que le Congo soit en déstabilisation constante pour mieux nous exploiter. Il n'y a pas que le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays, c'est rien du tout. Vous prenez l'Angola. L'Angola n'a pas intérêt à ce que nous on soit... Qui pompe le pétrole, sérieusement, parce Il n'y a pas seulement le pétrole. Est-ce que vous savez que nous avons une grande communauté congolaise, qui nous suit d'ailleurs en ce moment en Angola, dont l'Angola se sert de temps en temps pour nous déstabiliser. Vous allez en Zambie. La Zambie, son économie, son agriculture est faite en fonction du Congo, notamment du Katanga. Parce que c'est nous les consommateurs. Mais bien évidemment. Si au Katanga, on produit du maïs, on produit... La Zambie ne fera plus rien. Idem pour Congo-Brazzaville, le port en eau profonde de Banana. On ne peut pas le faire parce que Pointe-Noire s'est nourri de Kinshasa. Sans compter des petits pays comme le Burundi, vous allez en Centrafrique. Donc tous ces pays voient en RDC l'éléphant au pied d'argile. Mais il n'y a que les Congolais qui pensent que on est un pays pauvre, on n'a rien, on est faible. Non. Le leadership, ça s'est construit. C'est pour cela que les Américains ayant compris ça, ils ont dit, dans un premier temps, il faut doser la déstabilisation pour que le Congo se stabilise. Quant à travailler un tout petit peu avec le pays de la sous-région. Nous, on peut faire un malin et demi, comme a fait Poutine. Quand on désintègre l'URSS, qu'est-ce que Poutine a fait? Il dit non, moi je suis en Europe, je vais travailler avec les Européens. Poutine s'est même rapproché des Européens, des Allemands, des Français. G8. Pendant 7 ans, Poutine en a pris 15 ans. En interne. Il structure la Russie sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan... Il structure, parce que c'est un ancien de KGB, donc il connaît. Lorsque la Russie était structurée, renforcée, aujourd'hui la Russie c'est... Donc ce qui peut nous sortir d'affaire... La Chine a fait la même chose. La Chine était attaquée par le Japon. Les Américains qui ont bombardé le Japon, mais les Américains tenaient avec la Corée du Sud, les Chinois. Les Chinois disent non, nous on est ouverts au monde. Vos industries là, laissez venir chez nous. Venez, nous on est beaucoup, on consomme beaucoup. On a la main d'œuvre la moins chère. Les Occidentaux se sont rués vers la Chine. C'était devenu l'usine du monde. Qu'est-ce que les Chinois ont fait? Ils ont copié. Et en même temps, ils se structurent. Aujourd'hui, la Chine, première puissance mondiale. Et donc, la RDC, avec tout ce que nous avons comme potentiel, même si on dit que les Rwandais volent et tout ça, ils volent d'une manière artisanale.
Vous allez à l'Est, partout, il n'y a pas des usines industrielles qui pompent. Non. Donc tout est encore un peu intact. C'est intact. Nous avons des richesses immenses. C'est 5 à 10% de ce que les Rwandais volent et tout ça. Et ça traverse même dans des petits sacs, dans des petits avions. Sur le dos. Oui, sur le dos, dans des véhicules. Mais les jours, on va installer de vraies usines à l'Est. Parce que le Congo utile, c'est l'Est. La ceinture de l'Est. Là, on va produire comme la Russie, comme la Chine, comme le Chili, comme le Venezuela, comme notre pétrole ici, lac Albert, ou ici à Mwanda, ici. On va produire d'une manière expansive et le Congo sera plus riche. Mais ça sera riche avec de vrais Congolais consciencieux. Pas de vrais Congolais qui se disputent là, les 21 000 $ de l'Assemblée nationale, les petites voitures, etc. En ce moment, est-ce que vous savez que même le gouvernement n'a pas de frais de fonctionnement. Quand vous appelez quelqu'un, il fouille le téléphone parce qu'il n'y a pas d'argent. Alors, est-ce que, autrement dit, c'est plutôt la bonne gouvernance en interne, la cohésion nationale, c'est dès la mise ensemble qui peuvent nous aider à un jour nous en sortir face au petit Rwanda Clé majeure. Clé majeure. Il faut qu'on arrête avec les histoires des procès, des arrestations, des condamnations, de vouloir spolier les petits biens des gens. Ça, c'est de la distraction. Parce que vous condamnez un Kikuni, je ne sais pas, les Nangas, ça n'a aucun effet sur la survie, sur la vie du Congo en tant que nation, en tant que grande puissance. Parce que les étrangers, ils s'en fichent. Qu'on se tape dessus, qu'on s'arrête à l'aéroport, ils s'en fichent de ça. Ce qui les intéresse, c'est la richesse de la RDC, c'est l'eau. La prochaine guerre, ce sera la guerre de l'eau. Le Tchad est en train de vouloir pomper notre eau, et même beaucoup de pays d'ailleurs, jusqu'en Égypte là-bas. Donc, nous devons avoir des vrais objectifs. Des vrais objectifs. C'est pour ça que, à Paris, il n'y a eu rien, mais ce qui se passe en ce moment au Brésil, ça peut générer des milliards de dollars. Nous avons nos tourbières, nous avons nos forêts, nous avons beaucoup de choses ici. Et le Brésil a bien compris que parmi les acteurs majeurs, il y a la RDC que nous sommes. Mais la RDC en paix et entier. La RDC en paix entier, c'est votre dernier mot, Jean-Marie Kassamba. Il y a beaucoup de questions. Moi, je ne sais pas, on n'a plus de temps pour vous les poser. Nous sommes beaucoup suivis. Peut-être cette question qui... Osli, lui nous suit, Gaël, depuis la ville de Mbujimaï. Voilà, bonjour Crispin, salut pour moi mon grand frère Jean-Marie Kassamba, que j'admire beaucoup. Je l'ai vu quand il est venu tourner une émission ici à l'UOM, hein, université avec le professeur Chibaka, oui, université complètement voilà l'une des actions par réhabilité mais construite. Hein, a fait. Et tout à fait. Et à la voirie et l'université de Mbujimaï. Tout à fait. Et l'aéroport de Bipemba. C'est très bien. Alors il pose cette question. Que pense-t-il des Congolais qui prennent les armes pour tuer leurs frères au nom du pouvoir, au nom de dialogue et autres? Non, je ne pense pas que ça c'est péjoratif. En réalité, les Congolais ne prennent pas les armes pour tuer les autres Congolais. Dans une démocratie, il y a ce qu'on appelle la tolérance, la libre expression des uns et des autres. Lorsque les textes, par exemple, ne sont pas respectés, lorsqu'il y a une certaine brimade ou débrimade sur des pans ou de certaines personnes, il y a ce qu'on appelle la fuite en avant. Lumumba a fait la rébellion. Vous vous rappelez? Lumumba Patrice. Oui. Mais Kizenga, Mbenye, tout ça, c'était quoi? C'est la rébellion. Tchombe a fait la rébellion. Kalonji Ditunga a fait la rébellion. La balkanisation avait déjà été consacrée en 1960. Avec l'État du Sud-Kasaï et le Katanga avec son État qui était fait. Et puis, en province orientale, là-bas, il y avait un État là-bas avec les Lumumbis, etc. Donc, nous avons des vieux démons qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est-à-dire que... Pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que la CIA et les Américains ont voulu éliminer Lumumba, qui était dans la démocratie effective, et puis ces gens-là étaient pourchassés. Ils sont partis là-bas et ils ont pris les armes. Et les grandes puissances, si vous voulez bien, les puissances étrangères viennent toujours s'adosser derrière les gens qui sont en conflit avec les gouvernements.
Et ça se passe partout. Allez au Sahel, avec ce qui se passe en ce moment au Mali, au Burkina, etc., au Niger, c'est exactement la même chose. Donc, on ne peut pas dire c'est des Congolais qui prennent des armes contre des autres Congolais. Sinon, on va dire le RCD, à l'époque, le MLC, à l'époque, toutes les rébellions que vous connaissez dans ce pays, ce sont toujours des gens qui font... La guerre, on les fait avec des armes. Ce n'est pas pour tuer les autres, c'est pour se faire entendre, se faire respecter, etc. Nous, les stratèges, c'est comme ça qu'on explique tout cela. Mais pour résoudre cela, ça revient à ce que je vous ai dit, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, cohésion nationale, dialogue. Et la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance. Donner les signaux d'un pays organisé. Vous ne pouvez pas avoir des ministres qui ont des comptes à rendre à personne, qui dépensent, qui signent des documents, qui prennent des décisions, qui ne reposent sur rien. Vous devez respecter ne serait-ce que vos propres lois. Respecter les décisions de justice. On ne peut pas avoir des justices à deux vitesses. Pour certains, vous sanctionnez, pour d'autres, vous ne sanctionnez pas. Parce que l'opinion nationale et internationale regarde. Merci beaucoup. Jean-Marie Kassamba, merci beaucoup pour vos analyses très, très pertinentes ce matin, comme toujours. Hein. Ça va être coupé certainement et balancé sur les réseaux sociaux. Ce qu'on doit retenir est que oui. Félix Tshisekedi a tout compris. Il va y avoir du chamboulement. Dans pas longtemps. Oui, remaniement sans état d'âme, sans pardon. Et beaucoup ont dit, oh, ingratitude, etc. Mais la survie en dépend. La survie en dépend et surtout, les Congos doivent rester un et indivisible, comme le disait l'effet maréchal Mobutu. Je vous dis merci en tout cas pour ce matin. Merci à vous. À la prochaine. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. Et restez branchés sur Télé 50.